Il y a une tragédie humaine. Depuis le 8 juillet, et j'ajoute que je ne parle pas au nom du gouvernement sénégalais, mais je suis sénégalais et engagé, et 40 années de carrière diplomatique pour servir les intérêts de mon pays, qui ont été des intérêts constants, en tout cas pour des pays qui ne soutiennent pas ou qui soutiennent du bout des doigts. Le Sénégal a toujours eu une position constante, engagée et claire sur cette question. Et depuis le 8, je crois qu'il y a, deux communiqués déjà qui ont été publiés. Vous savez, il n'y a pas de secret dans les relations internationales. Il y a d'abord les intérêts et ensuite le rapport de force. Vous savez, une position, vous pouvez la combattre de plusieurs manières. Votre position, vous pouvez la défendre de plusieurs manières. Sur le plan armé, par la plume, par la diplomatie et par la politique. Je crois que le Sénégal, et il me plaît de rappeler quand même que depuis 1975, le Sénégal préside le comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Oui. Et chaque année, donc ça fait 39 ans, chaque année ce comité des Nations Unies est renouvelé et le Sénégal est confirmé dans la confiance que lui vouent les Palestiniens et le peuple palestinien. Justement, si je vous pose la question, est-ce qu'une simple condamnation suffit? Je fais allusion, par exemple, à la demande de l'ambassadeur de Palestine qu'on a entendu ces derniers jours, dire que le gouvernement du Sénégal devrait rompre ses relations diplomatiques avec Israël. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Là, je dois dire que, honnêtement, avec toute l'amitié que je porte à l'ambassadeur de Palestine, je crois que le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir. Pour ce qui concerne, en tout cas, cette question précise. Parce que de tout le temps, nous avons assumé la mobilité des dirigeants palestiniens qui circulent avec des passeports sénégalais, passeports diplomatiques, et le Sénégal a assumé cette responsabilité. En plus, nous avons quand même un soutien qu'on ne peut pas dire sur le plateau de télévision, mais d'autres soutiens actifs qui permettent à nos frères et sœurs de Palestine d'aller défendre leur position. Je peux vous dire d'ailleurs... De quel genre? Jusqu'à donner des armes? Ah oui, le Sénégal appuie financièrement? Non, vous savez, le Sénégal a des positions de principe. A des positions de principe. C'est de défendre les causes justes. Tous les mouvements de libération, il y en a qui font et qui disent, il y en a qui font et qui ne disent pas, il y en a qui font et qui disent très peu. Et le Sénégal est dans cette troisième catégorie. Le Sénégal a toujours supporté les mouvements de libération, que ce soit l'ANC, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'OLP à l'époque. Et la Palestine, nous avons été le premier pays, parmi les premiers pays à accorder le statut diplomatique à l'autorité palestinienne. Donc, ce n'est pas là un déballage qu'il faut faire, mais la situation, comme l'ont dit mes prédécesseurs, est une situation qu'il faut condamner. Je crois qu'il y a une disproportionnalité et on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. La situation est là. 90% des entreprises à Gaza ne fonctionnent plus. 70% des populations dépendent de l'aide humanitaire. Comment pouvez-vous assurer à ce peuple sa dignité, son droit de vivre en toute sécurité? Et quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas l'avenir et il n'y a pas l'espoir. Tariq Ramadan, quand vous condamniez tout à l'heure la position de la communauté internationale, y compris celle du monde arabe, vous faites allusion à quoi et vous voulez quoi? Ben écoutez, vous savez, souvent on dit que la cause de tous les problèmes arabes, c'est le conflit israélo-palestinien. Et moi, ce que je dis, c'est le contraire. En fait, le conflit israélo-palestinien, c'est la conséquence de tous les problèmes arabes. Parce qu'il y a une division dans le monde arabe, et puis il y a des alliances objectives avec ce qui est en train de se passer. Ce qui doit être fait, c'est une position commune du monde arabe qui soit beaucoup plus ferme. Car quand le monde arabe s'unit, ça devient une force régionale qui peut ébranler tous les intérêts, que ce soit les Américains... Comment y arriver quand du côté de, je donne un exemple, du côté de l'Arabie Saoudite ou de notre pays, le Hamas n'est pas bien vu.
parce qu'appartenant à cette idéologie très des bien frères musulmans. C'est très bien ce que vous dites, parce qu'en fait, le problème palestinien n'a rien à voir avec Hamas. Ça fait 60 ans que ça dure, bien avant que le Hamas apparaisse sur la scène. Le terrorisme d'État israélien a précédé des dizaines d'années. Les mensonges sur le droit éternel d'Israël sur cette terre, ça a précédé. Aujourd'hui, Israël avance avec une stratégie de colonisation en cherchant chaque fois des prétextes. Hamas est devenu un prétexte quand ils ont gagné les élections. Or, aujourd'hui, vous entendez jusqu'au plus haut niveau européen, jusqu'à des gens qui sont au département américain, il n'y a pas de possibilité d'avancer dans la question israélo-palestinienne si vous ne prenez pas langue avec le Hamas, de dire ce sont des terroristes et chaque fois qu'on vous oppose, ce sont des terroristes. Pas, d'autant plus que le grand mensonge d'Israël aujourd'hui, et ceci a été dit par des gens qui, que ce soit Chomsky aux États-Unis, ou Finkelstein qui sont aux États-Unis, qui sont juifs et qu'on ne vienne pas nous dire vous êtes des antisémites. L'antisémitisme, on le condamne. Le sionisme politique et raciste qui prend les Arabes et les déshumanise. Les Palestiniens sont déshumanisés aujourd'hui. Ce qu'on entend, qu'on nous explique, attention, on envoie une bombe qui est un avertissement, sortez des maisons, on va vous bombarder véritablement. Et entre les deux bombes, il n'y a même pas 3 minutes. Et on va où? Par exemple, Ron Stewart aux États-Unis, un présentateur de télévision, dit, vous voulez qu'ils aillent où? Vous voulez qu'ils aillent nager? Il n'y a pas de lieu. Vous bombardez tout. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, le Hamas est entré en collaboration avec l'autorité palestinienne juste avant qu'Israël intervienne. En fait, c'est l'autorité palestinienne qui a demandé à Hamas d'entrer dans une collaboration politique sur les bases de l'autorité palestinienne. C'est ce que Israël ne veut pas. Israël, pendant 3 ans, ils nous ont dit, et on a entendu, on ne peut pas parler avec les Palestiniens, ils sont divisés. 3 semaines après qu'ils s'unissent, on bombarde tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas. En fait, comme le disait Stéphane Hessel. Mais en même temps, ce n'est pas un reproche facile parce qu'on a, par le passé, le Hamas a bien collaboré avec l'autorité palestinienne en entrant même dans le gouvernement du temps de Yasser Arafat. Et on a vu aussi le résultat. Mais le résultat, il est lequel? Il n'était guère meilleur, non? Le résultat, il était lequel? C'est que les Israéliens nous ont dit ce sont des terroristes. Ils ont toujours refusé de discuter avec. Alors, laissez-moi terminer juste une chose. Oui. C'est que quand vous avez aujourd'hui des gens qui viennent ensemble et qui viennent sur le plan de ce qui a été dit ici, parce que ce qu'il faut dire, et le clamer fort, le pays qui ne se soumet pas aux résolutions de l'ONU, le pays qui ne respecte aucune de ces résolutions, qui va contre les conventions de Genève, ça n'est pas l'autorité palestinienne. Justement, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Qu'on fasse respecter le droit et l'autorité de droit. Si on veut 2 États, oui. On continue pas, parce qu'à l'heure où je vous parle, on parle de Gaza, oui. Mais ça fait des semaines et des années que l'autorité palestinienne continue sa colonisation en Cisjordanie et que personne se tait. Aujourd'hui, Israël, comme il a été dit, Samba a dit une chose qui est tout à fait juste. Israël est en train de tirer profit de la déstabilisation du Moyen-Orient partout pour avancer ses pions et de mettre un terme à l'opposition et à la résistance palestinienne en tuant des civils. Et ça veut dire, entendez-le bien ici, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir de l'État israélien, c'est une stratégie qui met fin à l'idée de 2 États. Et comme le disait Stéphane Hessel, qui a été salué par le président Hollande, Israël ne veut pas la paix. Alors, en fait, vous ne voulez pas la paix. Monsieur l'ambassadeur, est-ce vrai que vous êtes gêné par la collaboration politique entre le Hamas et l'autorité palestinienne? Est-ce vrai aujourd'hui que vous remettez en cause l'existence de 2 États qui peuvent vivre ensemble, Israël et Palestine? Bon, je voudrais, avant que je vous réponde, je voudrais revenir à ce que Dr Bakary a dit, parce que je pense que c'est une point très, très, très importante. Les Palestiniens, la grande tragédie des Palestiniens, c'est qu'ils étaient exploités et instrumentalisés par les pays arabes. Et chacun pour ses raisons. Les Palestiniens n'est jamais arrivé à un point pour prendre une opportunité. Il a toujours raté, il n'a pas raté aucune occasion pour rater une opportunité. Ça doit être très important. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'on doit voir ce conflit dans un plus grand contexte. Et le plus grand contexte, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est qu'il y a les camps de terroristes qui veulent installer des pays djihadistes, islamistes, extrémistes, et ça compose
le ISIS ici à Irak, Hamas chez nous, et ce qui se passe à la Libye, le Boko Haram, c'est la même catégorie. Maintenant, c'est une grande si guerre. c'est le cas, les puissances occidentales ne sont Quoi? pas exemptes de reproches. Non, non, je voudrais. La résistance palestinienne, c'est pas Boko pas- Haram. Ça, c'est la pas propagande par israélienne. hasard- Hein. C'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui des pays arabes musulmans qui voient ce conflit d'une autre façon, qui voient ça de la même façon qu'Israël voit ça. Alors, d'un côté, vous avez les pays qui veulent le développement, qui veulent la stabilité, qui veulent la tolérance, et c'est le Saudi Arabia et les pays du Golfe, et Israël et Koweït. Ça, c'est des grandes Et de démocraties. l'autre Vous voulez la démocratie saoudienne et et de égyptienne. l'autre côté, vous Très avez bien. des pays qui en effet, ils veulent voir ce problème. Maintenant, et ça, on doit voir ça dans ce grand contexte. Hamas, Israël qui loue l'Arabie Saoudite, on aura tout entendu. comme un grand groupe terroriste, il n'a pas aucune moralité, aucune morale. Il est prêt de même voir 5000 Palestiniens morts parce que ça serve leur bout. Et ça doit Répondez être maintenant clair. à mes questions. Est-ce vrai que vous êtes gêné, vous, Israël, par la collaboration politique entre la Hamas et l'autorité palestinienne? Est-ce vrai que plus loin, que vous remettez aujourd'hui en cause l'existence même d'un État palestinien à côté d'Israël? Israël était le premier pays, oui, qui va donner. Un pays palestinien n'a jamais existé là-bas. Jamais dans l'histoire, un pays palestinien existait dans cette région-là. Donc il n'existera jamais. Non, je n'ai pas dit ça, c'est au contraire. Oui, Je c'est- dis c'est- qu'Israël, Vous êtes tellement gentil que vous allez permettre l'État d'Israël. Israël, c'est le premier pays Oui. qui va faire cette solution. Et c'est nous avons dit ça plusieurs fois, que nous souhaitons voir un pays palestinien pacifique qui va vivre à côté d'Israël. Nous sommes voisins. Vous savez, le peuple palestinien et le peuple israélien sont très, très similaires. Je peux même voir une grande coopération un jour entre les Palestiniens et les Israéliens. Et même dans ces jours-là que nous parlons ici, dans ce grand conflit, il y a beaucoup de coopération que personne ne sait. Parce que les médias montrent seulement le conflit. Mais il y a des Palestiniens qui travaillent en Israël, il y a des commerces, il y a beaucoup de Palestiniens qui se soignent dans les hôpitaux israéliens, il y a même des Arabes dans le Parlement israélien. Alors ça doit être clair. Je vois un jour une grande coopération parmi Quand vous en les aurez tué pays combien? palestiniens et les pays israéliens. Maintenant, il y a des forces très malins et très vicieux comme le Hamas, Et comme comme le Netanyahou, Boko surtout. Haram, comme le Al-Qaïda. Mais en quoi ça vous regarde que la Hamas puisse être en alliance politique, en collaboration politique avec l'autorité palestinienne? Regardez, Hamas était catégorisé comme une organisation terroriste, pas seulement par Israël, mais parce que le monde entier, c'est les États-Unis, les pays européens, le Japon, l'Égypte. Alors, tu ne peux pas, le Hamas n'est pas le droit d'Israël à exister. Le Hamas même niait tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens. Donc vous voyez d'un mauvais Alors, œil. quelle convergence vous pouvez voir ici? Oui. Vous voyez d'un mauvais œil. Avant les massacrer, une l'essayer. collaboration. Ils avaient un accord politique. Pourquoi vous les avez tués avant J'ai l'accord dit, politique? est-ce que vous voyez d'un mauvais œil, et on va terminer par là, une collaboration entre la Hamas et l'autorité palestinienne? Le Hamas, dès que le Hamas va connaître le droit d'Israël à exister, il va accepter tous les accords qui étaient signés entre Israël et les Palestiniens, il sera un partenaire légitime, c'est tout. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, si vous êtes toujours au téléphone, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur l'ambassadeur d'Israël qui ne voit pas d'un bon œil que vous puissiez aujourd'hui collaborer avec la Hamas? Avant tout cela, Monsieur Mamadou, mon frère Mamadou, je voudrais faire une rectification. Vous avez dit tout à l'heure à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Loroba, que le demande de l'ambassadeur de Palestine de rupture des relations entre Israël et le Sénégal. J'ai jamais dit ça.
c'était jamais une demande de ma part ou de la part de la direction palestinienne, car moi, personnellement... Vous avez quand même fait part d'une très grande déception, n'est-ce pas? Et toute la direction palestinienne, et moi personnellement, et toute la direction palestinienne, on respecte la souveraineté du Sénégal. J'ai jamais demandé la rupture des relations entre le Sénégal et Israël. Peut-être il y a des personnalités sénégalaises, il y a la société civile sénégalaise, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais demandé ça. C'est pourquoi vraiment je dois vous corriger, mon frère Mamadou. Oui, d'accord. Mais vous avez quand même dit que vous étiez très déçu par le gouvernement du Sénégal, ça vous l'avez dit. J'ai jamais dit ça. C'est sur l'Observateur. Elles ont créé déçus de la famille religieuse. Et l'endemain, l'Observateur, ils ont bien corrigé. C'est l'ambassadeur, elle n'a pas dit ça. C'était concernant la réponse de la lettre, la fameuse lettre fabriquée par quelqu'un au nom des Oulémas et de l'imam du Sénégal. Et moi, j'ai dit toujours, je suis très satisfait du gouvernement du Sénégal, je suis très satisfait de la famille religieuse, des imams, des Oulémas, je suis très satisfait au Sénégal de nous, tous les peuples sénégalais, chrétiens et musulmans. J'ai dit ça, on n'a jamais demandé de rupture les relations. Mais la fameuse lettre qui est fabriquée par quelqu'un, je ne sais pas qui, au nom des imams et de Oulémas, qui est la réponse, c'est pas moi qui a fait la réponse de cette lettre, c'est le peuple sénégalais qui a manifesté vendredi dernier. Toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, ils ont sorti dans la rue, manifesté contre Israël, contre ce gouvernement terroriste d'Israël. Très bien. Est-ce que la position du gouvernement du Sénégal actuellement sur les derniers développements vous satisfait? Et trop même, beaucoup. Car 3 fois, la première fois, le Sénégal a fait un communiqué pour condamner l'agression israélienne contre les civils de Gaza. Deuxième chose, pendant le conseil ministériel, son Excellence, Monsieur le ministre Mancordien, a bien présenté un rapport sur la situation en Palestine, ont refermé la position ferme du Sénégal avec le peuple palestinien. Dernier conseil ministériel, son Excellence, Monsieur le Président du Sénégal, il a condamné l'agression israélienne contre la bande de Gaza, il a refermé, il a confirmé la position et le soutien constant du Sénégal en faveur de la cause palestinienne. Donc je suis très satisfait du gouvernement sénégalais, des familles religieuses sénégalaises, des imams, des oulémas et tous mes frères au Sénégal, et chrétiens ou musulmans. Des imams et oulémas qui ne parlent pas quand même le même langage. Hein? Vous avez fait allusion à cette fameuse lettre, non? Parce que tout de suite, le monsieur qui a créé la lettre, comme il s'appelle Omar Bien, il a fermé et confirmé partout. Moi-même, je l'ai vu sur le monsieur de Al-Fajr est sorti, comme ça en direct. Il a dit, c'est pas moi qui a fait la lettre, ils ont utilisé mon nom. C'est lui qui a donné, c'est pas moi. C'est monsieur l'imam Omar Bien qui a dit, c'est pas moi qui a fait la lettre. Excellence, mais attendez 2 secondes, monsieur l'ambassadeur, pour qu'une fois qu'on a les 2 ambassadeurs sur cette fameuse lettre, cette lettre a-t-elle été bien écrite par des imams et oulémas du Sénégal? Regardez. Parce que c'est comme si on était en train de dire aujourd'hui que vous avez inventé la lettre. Regardez, tout le monde connaît Omar Diagne. Il est homonné. Il est homme qui a fait beaucoup pour les Sénégalais. Et je ne pense pas que c'est à moi de dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à lui, ou par rapport à cette lettre, ou par rapport à quelque chose comme ça. Elle n'est pas authentique ou elle est authentique, cette lettre? Regarde, je ne dois pas vous donner tous les détails si c'est authentique ou pas. Très bien. Excellence, poursuivez maintenant en répondant à ma question sur le fait qu'Israël considère la Hamas comme un groupe terroriste et voit d'un mauvais œil une collaboration entre l'autorité palestinienne et la Hamas. Bah oui, donc laissez-moi vous dire très franchement pourquoi ce gouvernement terroriste de Netanyahou, ils ont commencé l'agression barbare criminelle contre la bande de Gaza. Vous savez pourquoi? La première raison, qu'il y a un problème interne dans l'alliance de ce gouvernement. Netanyahou, il a beaucoup de problèmes avec ses alliés, l'alliance qui confirme ce gouvernement. Donc, il va exporter ces crises internes à la bande de Gaza. Deuxième chose, Israël n'était jamais satisfait de la réconciliation entre la direction palestinienne, à sa tête Mahmoud Abbas Abou Mazen,
et le mouvement de Hamas. Vous savez, le 23 avril 2014, l'autorité nationale palestinienne a signé un accord avec Hamas pour mettre fin à la division, pour réaliser la réconciliation palestinienne, et ils ont formé un gouvernement uni de personnalité nationale palestinienne à son tête, c'est son excellence Rami Al-Hamdallah. Le jour même, Israël, ils ont appelé, 5 minutes après, Israël a dit clairement, ce gouvernement ne concerne pas, on va faire l'embargo et on va demander nos amis au monde de faire le boycott sur ce gouvernement. C'est pourquoi Netanyahu est allé pour bombarder les enfants de Gaza, pour mettre fin à cette réconciliation. Parce que Netanyahu n'était jamais satisfait pour l'unité palestinienne. Mais aujourd'hui, malgré la tragédie, je vous assure qu'on n'était jamais lié à une union en Palestine, comme l'unité palestinienne comme aujourd'hui. Direction, peuple, résistance, peuple, direction. On est toutes et tous ensemble. On est avec un seul main. Et c'est ça qui vraiment satisfait pas les Israéliens. C'est pourquoi maintenant les Israéliens, ils ont frappé leur tête dans le mur parce que la palestinienne a mis d'accord avec. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, cette montée en puissance du Hamas ne veut pas dire aussi un affaiblissement de l'OLP de Yasser Arafat, un affaiblissement du pouvoir de Mahmoud Abbas, qui a du mal peut-être à contrôler, à maîtriser ses troupes? D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que quand les élections palestiniennes ont décidé les élections législatives en 2006, et que c'est le mouvement de Hamas qui a gagné, c'est qui a essayé de détruire la démocratie en Palestine? C'est Israël. C'est Israël qui a demandé toutes les puissances, tous les amis au monde pour pas accepter les résultats de la démocratie palestinienne. C'est Israël qui a essayé de détruire tout ça. Oui, il y avait des problèmes ici et là, mais les Palestiniens sont toujours se réunis. Aujourd'hui, par exemple, la délégation qui négocie en Égypte, c'est la délégation du président Mahmoud Abbas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette délégation? Les membres, c'est de Hamas, de Djihad, de Front National, de Front Populaire, de Fatah. C'est ça, on est si réunis, mais ça ne satisfait pas les Israéliens. C'est pourquoi ils ont déclenché la guerre contre nos enfants dans la bande de Gaza. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la paix, il ne veut pas les négociations, il veut que la terre. Il faut que vous poursuivez ça, leur politique de colonisation. Laissez-moi terminer un seulement. Vous vous souvenez que le 29 avril 2014, les Américains, Barack Obama et le secrétaire d'État John Kerry, ils ont bien dit ils ont considéré qu'Israël est responsable de l'échec des négociations. Parce qu'Israël n'a jamais négocié. Depuis 23 ans, excusez-moi, M. Mamadou, depuis la signature de l'accord de Oslo, on n'a pas avancé avec tous les gouvernements successifs d'Israël. Il ne veut pas la paix, il veut que la terre. Merci. C'est pour cette raison, il essaie de trouver les enfants. La nouvelle génération va récupérer toute la terre de la Palestine. Très bien. Alors, Bakary Samb, est-ce que finalement, si aujourd'hui le monde arabe, peut-être même de manière générale, le monde musulman a du mal à avoir une position commune par rapport à ce conflit israélo-palestinien, ce n'est pas dû à d'abord une querelle idéologique, parce que la Hamas n'est pas bien vue partout. Alors, je commencerai par la réaction qu'a eue Netanyahou après l'accord d'avril 2014, en disant qu'au lieu de choisir la paix, Mahmoud Abbas a choisi le camp du Hamas. C'est très clair, c'est-à-dire que le Hamas n'incarne pas le camp de la paix. Et c'est vrai. Moi, je prends une position ferme là-dessus. Oui, le Hamas n'incarne pas le camp de la paix. Le camp de la paix est incarné par Mahmoud Abbas depuis les accords d'Oslo en 1993, avec des concessions importantes dont Israël devrait quand même tenir compte. Renoncer à une partie de la charte de l'OLP, renoncer à la lutte armée, l'administration palestinienne sous occupation israélienne, avec l'énumération des territoires de A à G, selon les territoires les plus occupés et les moins occupés. Mais toutefois, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a toujours voulu renvoyer le principal au calendrier grec.
Je veux dire le statut de Jérusalem qui est resté intact, le retour des réfugiés dont on ne parle pas, les frontières définitives. C'est-à-dire de négociation en négociation, de Camp David à White Plantation, de Sharm el-Sheikh à maintenant, avec même les efforts de ce quartet, on n'arrive pas à grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que moi je crois fermement qu'Abbas incarne véritablement le camp de la paix. Même s'il s'allie avec le Hamas. Oui, mais qui connaît Abbas? Vous savez que Mahmoud Abbas Abou Mazen est natif de la ville de Haïfa. Et il sait ce que c'est que la guerre. Il fait partie de ces artisans de Oslo. Mais il a une certaine intelligence politique et je pense qu'il faut qu'on lui donne sa chance. Je m'explique. Aujourd'hui, il est sur le schéma suivant. Aller à l'Assemblée générale des Nations Unies et demander, à l'instar de la résolution 181 qui a été fondatrice de l'État d'Israël, vous savez que au sein des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée générale sont non contraignantes et celles du Conseil de sécurité sont contraignantes. Mais Même pas. mais si Abbas choisit, non, on peut pas refuser aux Israéliens. Il est conscient d'un fait. On ne pourra pas, de manière éthique, de manière morale sur le plan international, refuser aux Palestiniens ce qu'on a accepté pour les Israéliens avec la résolution 181 qui a été l'œuvre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est sur ce postulat. De telle sorte que je crois que le Hamas, maintenant le Hamas, comme les autres extrémistes, parce que les Palestiniens, encore une fois, je le dis, sont prisonniers de deux extrêmes. Oui. Les extrémistes israéliens qui ont nom, avec Dor Lieberman, Zipi Livni et d'autres sont en train de pourrir tout le processus de paix. Netanyahou en tête. Les extrémistes palestiniens avec les gens du Hamas. Combien de fois Mahmoud Abbas a appelé à l'ordre Khaled Mashal en lui tenant un langage de raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, je termine par cette phrase, oui. Parmi les drames de ce conflit-là, parmi les drames de ce conflit, c'est que ce conflit a commencé à tuer le camp de la paix. En Israël même, on n'entend plus les Amos Oz, on n'entend plus les Yves Sterner, on n'entend plus Eli Barnavi et d'autres dans le monde arabe qui sont aussi pour la paix. Aujourd'hui, l'action israélienne a est-ce qu'on peut avoir un front commun de ce monde arabe face à cette crise, face à Israël, pour parler de plus clair? Ce sera difficile parce que le monde arabe est en train, je le redis aussi parfois, de régler ses propres comptes internes sur le dos des Palestiniens. Avec la question syrienne, le Liban avec son Hezbollah, aujourd'hui c'est le même Hezbollah qui disait soutenir les musulmans avec Bachar al-Assad contre les djihadistes. Donc ce sont des intérêts manipulés sur le plan religieux par des puissances qui n'en ont, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres, et que tant que les Arabes ne sortiront pas de ces contradictions-là, à mon avis, ils ne sont pas en train d'aider les Palestiniens qui, de guerre en guerre, sont en train de souffrir le martyre alors qu'il est temps de passer à la paix. Je termine juste par une demi-phrase. Oui. C'est là où j'en appelle à la responsabilité du Sénégal. Pourquoi je ne suis pas pour que le Sénégal rompe ses relations avec Israël? La raison, elle est simple. En plus de celle tout à l'heure explicitée par son Excellence, c'est que le Sénégal est aujourd'hui l'un des rares pays à majorité musulmane qui peut en même temps parler aux Palestiniens, aux Arabes et aux Israéliens. Je pense que cette carte diplomatique du Sénégal est un joker pour la paix qu'il ne faut pas jouer à n'importe quel jeu. Vous le confirmez? Oui, permettez-moi d'abord de donner acte du rectificatif qu'a fait notre frère, l'ambassadeur de Palestine, qui, comme vous le comprenez bien, m'a mis hors de moi-même, parce que je n'admets pas vraiment qu'on essaie de donner des leçons de soutien ou des positions à prendre par le Sénégal, qui a déjà toujours pris ses responsabilités, et dont acte. Maintenant, comme l'a dit le professeur Samb, je crois qu'il faut situer la problématique dans son contexte. Nous avons vu Feu Yasser Arafat. Le jour où il est entré aux Nations Unies en renonçant aux dispositions de la charte constitutive de l'OLP, en disant « je viens avec un rameau d'olivier, un fusil à la main », je crois que jusqu'à sa mort, il n'a pas cessé d'aller de concession en concession. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Je ne vois pas. Deuxième chose, Mahmoud Abbas, effectivement, nous l'avons quand même côtoyé. C'est un homme de paix.
C'est un homme de paix. Netanyahou était représentant adjoint comme moi au Conseil à l'ONU, auprès de l'ONU. Le jour où il partait, il disait maintenant je vais faire de la politique. Et je crois que maintenant il a fait de la politique, mais est-ce que c'est la bonne? Je crois que là, il faudrait Quel est votre avis? Et à mon avis, Israël devait quand même revenir au processus de paix. Respecter les conventions. Parce que ce n'est pas un problème entre les Arabes et les Israéliens, ce n'est pas un problème également religieux. C'est un problème politique d'abord, à impact socio-économique, religieux et autres. Mais il est fondamentalement un problème politique. Je ne vois pas pourquoi la résolution, Israël a les deux États, Israël est là, et où est la Palestine? Je crois que même ceux qui soutiennent le droit d'Israël d'avoir sa sécurité ont quand même condamné cette fois-ci, même si c'est des bouts de laine. Nous avons vu la tragédie et quand même de bombardement, soit directement, soit indirectement, des écoles à Beit Hanoun, à Jabalia et tout récemment à Rafah. Je crois que là, quand même, c'est des positions qui ne peuvent pas s'expliquer. Parce que c'est des écoles où étaient réfugiés des populations civiles. Donc, ce que nous voulons, le Sénégal, je pense, a toujours pris ses responsabilités. Et M. Sam, oui, vous avez raison de dire que le Sénégal peut jouer et est en train de jouer parce que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Il y a une réunion qui est prévue, je crois, le 12 août du comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, où le Sénégal sera là-bas. Et je pense qu'il faut rappeler quand même le dernier conseil des ministres, quand le président de la République, juste après avoir souhaité au peuple sénégalais et à la Oumma islamique ses vœux de Korité, a tout de suite enclenché sur la situation à Gaza. Est-ce que la voix du Sénégal vraiment pèse? Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce qu'elle pèse je le pense. Autant que la voix d'une puissance comme celle des États-Unis? Ah non, ça il faut être égal. Oui, oui. Dites-nous quel est le poids? Non, c'est très sérieux. Quel est le poids de la voix du Sénégal? Oui, mais je vous dis, pourquoi le Sénégal est toujours reconduit depuis 1975 pour être le président du comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien? Posez-vous la question. Pourquoi? Si le Sénégal ne faisait pas ce qu'il devait faire pour les Palestiniens... Peut-être comme on dit en Wolof, bon. Non, et puis le Sénégal est en même temps... que ça arrange tout le monde? Non, ça n'arrange pas tout le monde, parce que le Sénégal est en même temps, et son représentant à l'ONU l'a dit tout récemment, quand il y a eu le 22 juillet dernier, une réunion du Conseil de sécurité. Il a condamné, comme les instructions qu'il a reçues, il a condamné le recours excessif à la force. Mais je dois dire que le Sénégal est également membre du comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes violant les droits de l'homme des Arabes et des Palestiniens. Et à chaque année, d'ailleurs nous avons eu l'ambassadeur Massamba Sarré et l'ambassadeur Claude Absedjallo, qui étaient les représentants permanents, qui ont eu à effectuer des missions d'enquête pour justement recueillir des témoignages des violations flagrantes des droits de l'homme dans les territoires occupés. Je crois que là, nous avons une force, c'est la force du droit. Nous avons une force, c'est la force de la conviction. Nous avons une force, c'est la force d'engagement. Nous n'avons pas la force militaire, comme vous voulez nous le dire. Nous ne pouvons pas contraindre, par exemple... Oui, oui. J'aimerais dire une chose qui est très importante dans ce que vous dites et dans la voix. Parce qu'effectivement, il y a un poids politique et on ne comparera pas le Sénégal aux États-Unis ou à l'Europe. Mais par contre, il y a deux choses qui sont très très importantes. C'est un pays du Sud et c'est un pays à majoritairement musulman. Et qui a une voix populaire. C'est-à-dire que tout le peuple sénégalais, chrétiens et musulmans ensemble, sont clairement du côté des opprimés et de la Palestine. Et que cette voix-là, elle est très importante et que le gouvernement l'exprime à l'unisson d'autres pays, parce qu'il faut entendre le Sénégal avec les pays d'Amérique latine, avec d'autres pays du Sud. L'Afrique. Oui. Mais il se trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ces pays. Non, mais c'est très important qu'ils existent. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez, 60 ans,
à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose. Mais on ne peut pas non plus, pendant des siècles, ne plus entendre les peuples et entendre des intérêts politiques de minorités. Parce qu'aujourd'hui, la position américaine comme la position européenne sont, sur le plan populaire, minoritaires. Regardez toutes les manifestations à travers le monde. Regardez les milliers de personnes qui sont dans les rues en disant c'est pas acceptable. Et moi, j'aimerais juste préciser deux choses par rapport à ça. Moi, je suis contre la formule usage excessif. Non, là, on n'est pas dans l'excès. On est dans le non-sens et l'inadmissible. C'est pas un usage excessif. Quand on tue 2000 personnes, qu'on a 10 000 blessés, et que de ce côté, on a 40 militaires qui ont été touchés, comme l'a dit l'ambassadeur, et c'est très vrai ceci, ils n'ont pas été touchés en Israël, ils ont été touchés sur le champ de bataille, alors qu'eux, ils envoient des bombes d'en haut et qu'ils tuent des enfants, et des femmes, et des innocents, et des civils. Mais le Hamas qui est accusé aussi de se servir des civils comme bouclier humain. Attendez, je veux dire que ça, c'est le prétexte qui a toujours été utilisé par Israël. Et c'est pour ça que là, j'aimerais apporter une nuance. J'aimerais apporter une nuance qui est extrêmement claire. Quand le Hamas est entré dans les élections et qu'il a gagné les élections, moi, je vais vous dire une chose. J'ai été critique sur une chose. Le Hamas, pour moi, comme tous les Palestiniens, ont le droit légitime à la résistance. Et je l'ai dit et répété. J'ai été interdit 6 ans d'entrée aux États-Unis. L'une des raisons, c'était celle-ci. En disant clairement au département d'État américain, écoutez, qu'on tue des civils et des enfants à Tel Aviv, je suis contre. Je suis contre les moyens, mais je suis pour le principe de la résistance. Ils ont raison de résister. Tariq Ramadan, on ne peut pas ignorer que vous êtes quand même le petit-fils d'Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans. Est-ce que vous suivez la Hamas jusque dans cette crise d'aujourd'hui? Je suis le Hamas jusqu'au principe de la résistance. Écoutez bien ce que je vous ai dit, même dans mes positions par rapport aux Frères musulmans en Égypte. Dans mon dernier livre, Le Réveil arabe, j'ai mis en évidence une position très critique par rapport à leur politique. J'ai été très critique. Maintenant, je dis une chose. Qu'on ne vienne pas ici nous dire à cette table que Boko Haram ou que Al-Qaïda, c'est la même chose que Hamas. Hamas est un mouvement de résistance à une agression qui a précédé sa propre existence à lui, puisqu'on commence en 81. Et le principe, il est celui-ci. Je suis le premier à condamner le fait qu'on s'en prenne à des enfants innocents à Tel Aviv. Mais je suis le premier à soutenir n'importe quel mouvement qui dit « vous êtes des colonisateurs, vous ne respectez pas nos droits ». Alors qu'on vienne maintenant accepter ce qui s'est passé, il faut quand même dire une chose historiquement, c'est quand ils gagnent les élections démocratiques qu'Israël réussit à faire en sorte qu'ils passent du côté des terroristes. C'est-à-dire on ne discute plus avec eux. Et exactement, c'est comme ce qui s'est passé du temps du fils en Algérie aussi. Le problème, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. C'est ça qui est la contradiction. Non, mais ce que je veux dire, on gagne des élections. Et ils gagnent des élections. Maintenant, qu'on soit critique par rapport à Hamas, qu'on soit critique par rapport à certaines positions idéologiques, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais qu'on vienne mettre sur le même plan la résistance du Hamas avec Lieberman, qui traite les Arabes de sous-humains, parce que ce qui est en train de se passer en Israël, c'est la déshumanisation des Palestiniens. Je ne suis pas d'accord. Et je vais même vous dire une chose. Moi, quand on vient me parler d'extrémistes, il ne faut pas me parler de Lieberman. Le premier extrémiste en Israël, c'est le Premier ministre. Netanyahou est un extrémiste. C'est quelqu'un qui ne donne pas de valeur. Et je suis désolé, monsieur, vous êtes un ambassadeur et je vous dis votre excellence. Mais venir donner ici des leçons de morale sur la façon de faire la guerre au Hamas, alors que vous êtes en train, après 6 ans, vous l'avez fait en 2008, et depuis 60 ans, et vous tuez, il y a 2000 personnes qui sont mortes, et vous parlez de l'armée la plus morale du monde, c'est indécent. Monsieur l'ambassadeur, venons-en maintenant à cette question centrale. Est-ce qu'on aura une fin pour cette guerre entre Israël et Palestine? Bon. Moi, je dis guerre, pour rester dans mon rôle de journaliste. Est-ce qu'on aura un jour une fin de cette guerre, autrement dit, sans laquelle, qu'on ne peut pas, Bakary Samba l'a dit tout à l'heure, le statut de Jérusalem? Bon, je pense que oui, et c'est très simple. C'est très simple. Les moments que, une partie des Arabes ont accepté l'État d'Israël, les moments que le Hamas et les partis militants parmi les Palestiniens vont accepter les droits d'Israël à exister, la paix va arriver comme ça. Ce n'est pas de problème. C'est pas de problème.
Le réel problème ici, qu'il ne peut pas voir parmi eux des minorités qui ne sont pas musulmans. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet monsieur ici. Parce que les Hamas, c'est exactement comme le Boko Haram. Il s'appelle Tariq Ramadan et vous, Eli Bentoua. D'accord, enchanté. Le Hamas, c'est exactement comme le Boko Haram. Parce que, à la longue terme... Ne me déshumanisez pas quand même. Ne faites pas ça, parce que là, je suis sur le plateau avec vous, ne me déshumanisez pas. Ma vie a autant de valeur que la vôtre. Et même mon prénom. Tariq Ramadan, retenez-vous, s'il vous plaît, donnez-moi une moment de parler. Je te donne tout le respect. Respectez-moi aussi. Et les Hamas, comme les Boko Haram, sont les mêmes choses. Les Boko Haram et les groupes islamistes et extrémistes ne peuvent pas voir des minorités qui ne sont pas musulmans parmi eux. À la long terme, Hamas ne veut pas seulement un pays palestinien, mais il veut être une partie de ce grand pays musulman extrémiste, comme nous avons vu ici en Irak. On parlera du terrorisme, mais répondez de manière précise à ma question. Oui. Donnez-moi développer cette idée, parce que ça c'est très important. Parce que si vous voyez seulement le tableau, ce que nous voyons à la télé, c'est vraiment, c'est regrettant. Et moi-même, je regrette pour chaque Palestinien qui meurt. C'est horrible. Mais on doit voir ça dans les grands tableaux. Et le grand tableau, c'est ici qu'il y a une camp des groupes extrémistes comme Hamas et Boko Haram, qu'il veut établir une khalifa islamique extrémiste. Mais vous racontez n'importe quoi. Et il ne peut pas voir. Regardez ce qui se passe à Moussoul. C'est inadmissible. 500 chrétiens étaient expulsés. Ce sont des résistants. Résister, ce qui Boko Haram, on les condamne et on condamne ceux qui font. Regardez ce qui se passe en Gaza. En Gaza, vous savez qu'en Gaza, 10 000 Palestiniens chrétiens étaient expulsés. Est-ce que vous savez ça? Alors, mais les chrétiens, est-ce que vous savez ça? Revenons maintenant les Palestiniens musulmans, Hamas a expulsé des chrétiens de Gaza. On ne peut pas avoir la fin de ce conflit ou de cette guerre sans trancher de manière définitive sur le statut de Jérusalem. Est-ce qu'Israël accepte que Jérusalem soit la capitale de la Palestine? Regardez, Jérusalem n'a jamais été capitale de Palestine parce que Palestine n'a jamais existé. Mais voilà, il n'y a pas de Palestine. Jérusalem était la capitale du royaume Israël et même le prophète Muhammad a connu ça. Alors ça, c'est quelque chose que c'est très clair. Vous commencez pas à faire des références comme ça. Maintenant, je dis, un pays palestinien, je crois que ça va être établi. Et je crois que ça va arriver, le moment qu'on va accepter l'État d'Israël et les Juifs exister dans cette coin du monde, c'est tout. Alors, monsieur l'ambassadeur de Palestine, vous êtes toujours en ligne, c'est certain. Il est toujours là? Oui. Excellence, je vous pose la même question. Cette guerre finira-t-elle un jour et comment vous le voyez-vous? Oui, donc la solution. Laissez-moi, s'il vous plaît, avant que je vous dise la solution, comment ça va terminer, je vous dis un mot. Que les chrétiens palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza, pendant l'agression barbare criminelle par ce gouvernement terroriste israélien, ils ont invité le musulman qui ont de faire la prière de la fête de fin Ramadan à l'église même. Et tout le monde a vu l'image. Tout le monde a vu l'image. Les chrétiens de Gaza, car cette agression barbare a détruit plus de 37 mosquées. Nos frères les chrétiens de Gaza, ils ont invité les Palestiniens à faire la prière dans leur église. Et aussi, on a avec les noms, l'agression israélienne, ils ont ciblé, ils ont visé une chrétienne qui a 72 ans. Ils ont le tué aussi. Donc, les Israéliens, ce gouvernement terroriste, criminel, extrémiste, qu'ils vont très bientôt, toutes et tous, devant la Cour pénale internationale, même, c'est pas seulement les membres de ce gouvernement terroriste, même leurs représentants au monde qu'ils ont justifié ces crimes de guerre. Voilà.
Oui. Donc je reviens à ma question. À votre question. Oui. La solution est connue, est très simple. C'est l'établissement d'un État palestinien indépendant sur la frontière de 4 juin 1967, dont Jérusalem-Est comme capitale. Un État libre, un État souverain, un État indépendant, avec une frontière mondialement reconnue. Mais personne ne veut faire de concessions sur Jérusalem, par exemple. Parce que c'est ce qui ressort de vos deux propos. Oui. Comment arriver à une solution définitive? Ben oui, parce que, vous savez, Jérusalem, c'était jamais avec les Israéliens. Ils ont coupé par la force en 1967. Il y a la résolution du Conseil de sécurité, il ne faut jamais oublier, 242, qui donne le droit des Palestiniens d'avoir tout de suite leur État indépendant sans France sur la frontière de 4 juin 1967, dont Jérusalem-Est comme capitale. Écoutez, mon frère Mamadou, vous savez, les Palestiniens, quand on parle des Palestiniens, depuis 23 ans qu'on négocie avec les Israéliens, est-ce que vous trouvez un homme de paix comme Mahmoud Abbas maintenant? Non. Est-ce que vous trouvez qu'un peuple a accepté seulement 22% de ces terres historiques? Mais les Israéliens, ils refusent ça. Il ne faut jamais réaliser le droit des Palestiniens. Ça se voit, ça se voit. Depuis 23 ans, aucun gouvernement israélien a vu la paix. Aucun gouvernement israélien a poursuivi la question de paix. Et ce n'est pas nous qui disons ça. Les Américains, les Européens, même vous, monsieur Mamadou. Tout le monde sait que l'Israël ne veut pas la paix. Elle veut que la terre, elle veut suivre et poursuivre sa politique de colonisation. Elle faut mais quelles sont les concessions du côté... Il faut punir Israël. Excusez-moi, quelles sont les concessions du côté palestinien? Excusez-moi, M. Mado. Oui. La phrase, parce que c'est ça qui gagne Israël toujours. Oui, il faut punir Israël, mettre fin à l'impunité. Mais en même temps, de l'autre côté, quelles sont les concessions que vous, Palestiniens, êtes-vous prêts à faire pour arriver à cette paix? On a fait tout. Devant tout le monde. On a accepté seulement 22% de notre terre historique. Nous, on veut que la paix. Nous, on a accepté 12 États. Et maintenant, c'est Israël qui trouve la solution de 12 États. On a accepté 12 États à vivre côte à côte, en paix et en sécurité, mais ce gouvernement terroriste refuse ça. Bakary Samb, on retourne un peu en arrière. Est-ce que on n'aurait pas eu cette paix si on avait aujourd'hui aux États-Unis un Bill Clinton, président de la République, une façon de vous inviter à vous prononcer sur la politique d'Obama. Si on avait un Yitzhak Rabin en Israël, bon, Mahmoud Abbas, tout le monde le sait, Abou Mazen était un très grand négociateur du côté palestinien, qualifié même d'homme de paix par Israël. Question pertinente parce que la question sur la paix, généralement, c'est pas comment, mais surtout qui. Aujourd'hui, on a perdu tous ces partenaires de la paix. Ce qui est arrivé, c'est que les Palestiniens, les partisans de la paix sont marginalisés par l'escalade et la politique israélienne aujourd'hui d'escalade et de massacre. La logique de force a complètement légitimé le Hamas. Bien que sur le Hamas, j'aurais un bémol. Je reviens sur votre question. J'aurais un bémol. Je ne considère pas le Hamas et les frères musulmans comme étant un parti politique comme tous les autres. Parlant des frères musulmans, un parti politique dont l'emblème, c'est 2 sabres croisés avec un livre à l'intérieur, soit-il le Coran, mais marqué en bas, ou Aïdou, c'est-à-dire préparez-vous, ou bien préparez, on se prépare. Ce ne sont pas des partis politiques. À la paix ou à la guerre? Je ne sais pas. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas dans leur agenda. On ne peut pas mettre sur le même. On ne peut pas mettre sur le même point. Je vous ai écouté, M. Ramadan. Écoutez-moi. Vous perturbez le débat. Vous n'êtes pas devant votre classe. On vous a tout. Je vous ai écouté. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Rien que pour votre rang. Le Hamas. Le Hamas. Mais vous ne faites pas le cours. Le Hamas, c'est Haraka Muqawama Islamiyya. Mouvement de résistance islamique. Voilà, c'est tout ce que je voulais que il ne faut pas occulter non plus, comme vous avez l'habitude de le faire,
la part d'Israël dans la création du Hamas pour affaiblir Yasser Arafat après 1987 avec la deuxième intifada. Il ne faut pas cacher cela. Le Hamas est en liaison. Intéressant, on verra la réponse de M. l'ambassadeur tout à l'heure. Mais répondez quand même à ma question. Le Hamas, comme les frères musulmans, sont des mouvements. Ils défendent les Palestiniens, mais ils ont un calendrier international. C'est comme les frères musulmans en Égypte, au lieu de s'occuper des Égyptiens qui ont fait la révolution pour avoir du pain et du droit. On dirait que vous parlez de Washington ou de Londres. Je vais parler de Washington. Je parle d'ici. Et respectez-moi d'ici. Vous m'avez déjà parlé comme si vous étiez depuis Paris. Vous avez avez un esprit un peu colonisé. Je vous demande de me respecter, vous avez un esprit colonisé, cher ami. Vous êtes le premier colonisateur. Les Arabes, voilà, on va y arriver. Voilà. Les Arabes, les Arabes en général. Je vous ai fait sortir. Mais répondez quand même à ma question. Je vous ai fait sortir de votre cachette. Il faut qu'il soit respectueux de la démocratie. Oui, mais nous avons quand même un débat très démocratique. Oui, alors répondez maintenant à ma question. Bakary. Aucune leçon à prendre de vous. Très bien. Bakary, répondez à ma question. Maintenant, sur les acteurs aujourd'hui. Avec un paternalisme que vous incarnez. La question sur les acteurs. Oui. Monsieur Tariq Ramadan, s'il vous plaît, vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, Bakary, allez-y. La question sur les acteurs. Je ne marcherai pas sur la question sur les acteurs. Très bien. La question sur les acteurs. Oui. Il faut savoir, moi je pense qu'il y a une constante dans la diplomatie des États-Unis, que ce soit Bill Clinton. Bon, il y a des pour et des contre, il y a peut-être des points de plus et des points de moins. Mais Obama, dès qu'il a été élu, moi je me suis dit, avec certains autres amis africains, il faut se détromper. Il est élu comme président des États-Unis. Il va défendre les positions classiques des États-Unis d'Amérique. Là, il n'y a rien à dire. Même ceux qui disaient que sur le deuxième mandat, peut-être, il aurait plus de marge. Mais Bill Clinton est quand même considéré comme étant le président des États-Unis qui est allé le plus loin possible dans une recherche de solutions. Mais je pense que les présidents des États-Unis sont là pour défendre les positions des États-Unis et les positions classiques. Sur ce point-là, encore une fois, je le redis, il faut donner la chance au camp de la paix. Je prends la responsabilité de privilégier Mahmoud Abbas, Abou Mazen au Hamas, avec des méthodes parfois critiquables. Je prends la responsabilité de dire qu'il n'est pas possible de mettre sur un pied d'égalité un parti politique dont l'emblème c'est deux glaives croisés avec un livre au milieu et qui nous est marqué en bas, préparez-vous. Seydou Nourouba. Oui, je voudrais d'abord... la solution de sortie définitive de crise. Ce débat est important, mais ce n'est pas autour de cette table qu'on va trouver la solution. Je crois que la solution, c'est d'abord que les partis concernés, intéressés, impliqués se déterminent à rejoindre le processus de paix. C'est là où on négocie. Vous avez parlé tout à l'heure du statut de Jérusalem, mais ça fait dans un package. Tout à l'heure, le professeur Samb, vous avez bien fait d'expliciter ce que je disais sur Yasser Arafat, feu Yasser Arafat. J'ai dit qu'il a fait beaucoup de concessions. Beaucoup de concessions. Et en retour, il a reçu que très peu, sinon il n'a rien reçu. Je voudrais également préciser à l'endroit de certains ici qui ont dit que même les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes. Je suis désolé. Dans le cadre du chapitre 7, quand la paix et la sécurité internationale est menacée, ces résolutions sont exécutoires. Et les Nations Unies sont habilitées à faire respecter le droit par la force internationale. Combien de résolutions mentionnent l'article numéro 7? Oui, mais... Combien, je te pose une question. Combien de résolutions à la Conseil de sécurité? Parce que... Deux. Non, oui, mais j'arrive. Et ça n'a rien à voir avec Israël. Non, j'arrive. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas dire aussi que les résolutions ne sont pas contraignantes. C'est important, mais ce n'est pas un contrat. Mais je rappelle un peu que nous avons été membres du Conseil de sécurité et j'ai siégé pendant 2 ans au Conseil de sécurité. J'ai eu à assister à 53 réunions formelles en 88, 55 réunions informelles, ça fait 100 et quelques, et en 89, 80 réunions de consultation formelles et 83 réunions informelles. Donc, si idiot serais-je, j'aurais pu comprendre quand même au bout de 200 à 300 réunions quels sont les mécanismes. Bon, je dis encore une fois que dans le cadre du chapitre 7, quand la paix et la sécurité internationale sont menacées, les Nations Unies ont le droit de défendre les conventions internationales et la loi internationale
par la force contraignante. Et justement, nous voyons que ce conflit israélo-palestinien menace grandement la paix et la sécurité internationale. Vous avez parlé même de terrorisme. On va en parler. Pour ne Oui, pas anticiper. mais tout à l'heure. Oui. Mais d'autres ont parlé de droit à la résistance. Mais c'est là l'usage de la force. Je crois que même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, vous avez le droit de résister quand l'ordre est illégal ou l'ordre ne respecte pas certains principes généraux. Un peuple a besoin de sécurité, un peuple a besoin de paix. Et je crois que cette question ne peut pas être résolue autour de cette table. Vous avez fait une émission spéciale pour un cas spécial, mais je crois que les partis doivent rejoindre le processus de paix. Monsieur l'ambassadeur, avant d'arriver à Tariq Ramadan, parce que c'est important, êtes-vous prêt aujourd'hui à rejoindre la table des négociations? Oui, en ce temps, vous aurez quand même à répondre à quelque chose de très important. Avez-vous participé à la création du Hamas? Comme je voudrais rejoindre mon collègue ici, et je suis d'accord avec vous 100%. Et le dialogue direct entre nous et les Palestiniens, cela va amener la paix et la résolution de ce conflit qui a amené beaucoup de souffrances et beaucoup de tragédies parmi les Palestiniens et même parmi les Israéliens. Et Israël, vous avez mentionné qu'Arafat a fait beaucoup de concessions. Même Israël a fait beaucoup de concessions. N'oubliez pas, ces territoires, les Cisjordanie et la bande de Gaza, étaient dans les mains des pays arabes jusqu'en 1967. Pourquoi il n'a pas établi un pays palestinien? Ils pouvaient faire ça. Ils n'ont pas fait ça. Oui. Alors ça, c'est une question qu'on doit réfléchir. Maintenant, regardez, maintenant il y a un problème, nous devons résoudre ce problème. Le problème est pour parler entre nous et les Palestiniens, c'est difficile, ce n'est pas autour de cette table. Et je crois qu'il y a des choses qui sont difficiles et des choses qui sont moins difficiles. Est-ce que l'assassinat d'un Yitzhak Rabin ne trahit pas ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? Votre volonté de paix. De quelle façon? Parce qu'Yitzhak Rabin, son assassinat a interrompu un processus Il était de paix qui était très bien lancé. Regardez, c'était un criminel israélien qui a assassiné notre premier ministre et je suis désolé par rapport à ça. Mais vous savez toujours, vous pouvez avoir une personne qui est un peu fou ou psychopathe, il peut faire des choses. Et ça ne dit rien par rapport à la politique. Et la Hamas, vous avez participé à la création du Hamas, vous, Israël? Comment nous avons... De quelle façon? De quelle façon? C'est ce que soutient Bakary Samb. En tout cas, ils ont aidé à l'émergence d'un autre leadership qui pourrait concurrencer Arafat. Qui exploite et instrumentalise et ça fait les questions palestiniennes. Comme certaines puissances ont participé à le de Ben Laden et ça l'a retombé. Professeur Bakary, c'est comme vous avez dit, dans le bout de Hamas, il y a une chose plus grande qu'Israël. Et ça, on doit comprendre. Tariq Ramadan, faites-vous partie de ceux qui pensent que tant que les États-Unis auront intérêt pour perpétuer leur puissance et imposer leur puissance au monde, auront intérêt à soutenir Israël comme ils soutiennent ce pays, il n'y aura jamais de paix dans cette partie du monde, au Proche-Orient. Écoutez, laissez-moi vous dire deux choses. Michel Warshawski est un militant des droits de l'homme juif israélien. Et de l'intérieur, il nous dit, quand un chef de cabinet israélien parle, écoutez bien ce qu'il dit parce que souvent il parle très franchement. Et ce qu'il dit, ce chef de cabinet du Premier ministre, c'est-à-dire nous n'avons pas à avoir peur des États-Unis parce que notre influence est déterminante sur la politique américaine. Et en fait, ce n'est pas dans le sens où les Américains soutiennent les Israéliens, c'est qu'Israël avance et les Américains ne disent rien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être président américain aujourd'hui sans le lobby sioniste américain. Et qu'il y a une grande peur. On a espéré que Barack Obama allait avoir une nouvelle politique. Il ne l'a pas fait. Vous semblez être très très séduit par la politique de Bill Clinton. Je vous rappelle que sur les accords de 2000, on a eu ensuite le rapport de ce qui s'est passé et il y a eu de ce point de vue-là une trahison sur ce qu'avait accepté en l'occurrence Arafat. Parce que quand vous appelez à la paix, je suis d'accord, on doit appeler à la paix. Mais écoutez, vous le vivez vous-même, tout le processus de paix depuis les années 80, rien n'a été donné avec toutes les concessions. En fait,
C'est pour ça que des gens qui ont suivi tout ceci, qui étaient pour l'accord de paix, tout ceci, des Stéphane Hessel, tout ceci, qui ont célébré la paix, mais avec qui vous faites la paix quand Israël trouve toujours un prétexte? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils étaient divisés, on ne peut pas discuter, vous n'avez pas d'autorité. Quand ils viennent ensemble, attention, vous discutez avec des terroristes. Tous les prétextes pour ne pas se mettre autour de la table. En fait, vous ne discutez pas de paix avec Israël parce que le processus qui est derrière, c'est que tous les gouvernements successifs ne veulent pas de processus de paix véritable, c'est-à-dire d'aller vers les accords qui sont ceux des frontières de 1967. Ça, c'est le premier élément. J'aimerais vous dire une autre chose. Nelson Mandela a été considéré pendant des années comme un terroriste. Là, on vous écoute bien, on vous écoute. Là, on vous écoute. Parlez, merci. On vous écoute quand même. Faites de même. Merci. C'est gentil d'écouter un arabe. En l'occurrence, vous avez toujours cette hantise. Oui, Bakary, laissez-le quand même terminer son raisonnement, s'il vous plaît. Discours en Europe avec les crises identitaires. S'il vous plaît, nous n'avons aucune crise identitaire. S'il vous plaît, Bakary Samb, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bakary Samb, il parle de Nelson Mandela. Est-ce qu'on peut écouter? J'aimerais bien qu'il y ait Nelson Mandela de l'air arabe pour qu'on puisse. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose. L'un des grands problèmes de l'Afrique et parfois aussi parmi les musulmans, il est celui-ci. Notre meilleure façon de résister à l'oppression israélienne, ce sera quand les Arabes cesseront leur racisme vis-à-vis des Noirs, laissez-moi terminer, et que certains Noirs, dans leur position politique, cesseront d'alimenter ces divisions-là. Je vous gêne parce que je suis arabe, je devrais, de ce point de vue-là, je vous gêne parce que je suis arabe et j'aimerais de ce point de vue-là. Vous ne pouvez pas dire cela. C'est ce que vous voulez dire. Mais Bakary, vous l'avez comme interrompu. Vous l'avez dit, s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit publiquement là, en direct. Parce que habitué du talbis et du tadlis. de cette façon, vous ne vous entendrez jamais. Mais s'il vous plaît, par respect. J'aimerais juste terminer. Pour les téléspectateurs, oui. Nelson Mandela, vous parliez de lui. A dit une chose. Il était considéré comme terroriste par par les États-Unis, par tout le monde. Et à un moment donné, cet homme, qui était un homme de paix, qui est sorti et qui a dit, au moment de sortir, « Je n'en voudrais pas à mes geôliers, il faut avoir le courage de la paix. » Et cet homme-là, qui est sorti et s'est positionné comme un homme de paix, a dit une chose. « Jamais nous n'allons obtenir une véritable paix en Afrique du Sud s'il n'y a pas la paix des Palestiniens. » Mais il a dit une autre chose, c'est que le Hamas était un partenaire légitime du dialogue en Palestine. Et cet homme-là, il l'a dit pour une chose. En disant une chose, c'est que aujourd'hui, il y a un mouvement de résistance. On peut, vous et moi, dire que certains des moyens de la résistance sont à condamner. Mais la légitimité de la résistance, il faut la soutenir. Est-ce qu'on peut comparer le Hamas à l'ANC, puisque vous parlez de l'Afrique du Sud? C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Nelson Mandela qui a fait. Et qui a même dit, mais qu'il a même dit une chose. Il a dit, ceux du Hamas qui viendront me voir, je les verrai. Mais je vais même vous dire une chose. Des parlementaires européens, des gens du département américain ont dit une chose, et je l'ai entendu de mes propres oreilles aux États-Unis. Nous devons entrer et prendre langue avec toute l'opposition palestinienne. Nous pouvons ne pas être d'accord avec les moyens, mais nous devons discuter. Et aujourd'hui, Israël n'a pas voulu discuter avec une chose... Monsieur l'ambassadeur dit qu'Israël est prêt à retourner à la table de négociation et même pour des négociations directes. Non, mais attendez. Être assis à Dakar, comme on est assis à Washington, on est prêt à toutes les discussions, mais sur le terrain, rien ne change et on continue à tuer, ça ne change pas une politique. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est au moment où l'autorité palestinienne a fait venir le Hamas sur son terrain, le processus de paix, l'acceptation du dialogue entre les deux autorités. Pour rentrer en dialogue, que Israël a senti le danger de l'unité et a tapé et a tué. Ils ne le veulent pas. Cette guerre aura-t-elle une fin un jour? Écoutez, en une fraction de seconde. Mon espoir, bien sûr, elle aura une fin. Mais les conditions, c'est le respect de la dignité du peuple palestinien, la fin de la déshumanisation des Arabes par Israël et la reconnaissance du droit international qui commence par les frontières de 1967. Tant qu'on n'a pas un discours clair là-dessus et qu'on est en train de nous tourner en bourrique du côté de Tel Aviv, il n'y aura pas de paix. Alors, on va aborder... Comparer Mandela au Hamas est une insulte à sa mémoire. Mandela était contre toute forme d'extrémisme. Sauf que lui, il a dit que c'était la même résistance. C'est l'Uruba, rapidement. C'est lui-même qui l'a fait. Il s'insulte lui-même, Mandela. Dites deux choses parce qu'on va faire un dernier tour de table. C'est Mandela qui s'insulte lui-même. Je vais dire deux choses très rapidement.
La première, c'est que au Sénégal, nous n'avons pas une approche raciale, donc raciste, des problèmes. Ah, ça, j'en suis sûr, je suis d'accord avec vous. Non. Sauf certaines personnes. Et justement, pour revenir sur la question de l'Afrique du Sud, à un moment donné, la position du Sénégal était pour une Afrique du Sud multiraciale. Mais quand nous avions encore fait de l'introspection pour ce qui concerne notre position, nous avons changé en disant une Afrique du Sud non raciale. Parce que dès que l'approche est raciale, elle peut être raciste. Nous ne sommes pas racistes, nous avons une approche méthodologique, scientifique des problèmes. Deuxième chose, je ne comparerai pas l'ANC au Hamas. Je crois qu'il faut placer ce que l'on prête à Mandela, et quand vous le dites, je le crois, dans son contexte. Mais n'oublions pas que l'ANC a été considérée Bien pendant sûr. longtemps comme une Mais bien organisation sûr. Pourquoi vous refusez par ceux qui appliquaient la politique d'apartheid. Je vais vous dire, le jour où l'Afrique du Sud Oui. a été admise à l'ONU, nous étions là-bas, le jour où on montait le drapeau de l'Afrique du Sud, ceux qui venaient qu'on traitait de terroristes et qui faisaient passer leur message par des gardiens parce qu'ils n'avaient pas accès aux Nations Unies, ce sont ceux-là qui sont venus représenter l'Afrique du Sud. Oui. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur de Palestine, Ce sont des mouvements de résistance. est-ce que vous compareriez le Hamas et l'ANC? Pour moi, c'est différent. Vous savez, le mouvement de la résistance Hamas est un mouvement de résistance. Le mouvement de Hamas, c'est un parti en Palestine, et seulement ça manque le volet politique. Mais si je prends comme un mouvement de résistance, et je dis vraiment, premièrement que j'ai dit au débat, que c'est assumé par le droit international. En Palestine, c'est l'OLP qui regroupe tout le monde. C'est l'OLP qu'on peut vraiment être comparé avec l'ANC. L'ANC, oui, l'OLP. Hamas, c'est un parti politique en Palestine, c'est un mouvement de résistance qui résiste l'occupation, qui Mais M. Tarek Ramadan dit quand même, il reprend des propos de Nelson Mandela, qui a eu aussi, dans son combat, à évoquer le Hamas. Est-ce qu'il faut ignorer cela? Vous savez, Nelson Mandela... Votre Excellence, je dis simplement une chose pour clarifier ma position. Oui. Je dis simplement qu'on ne peut ne pas être... Mais laissez-moi terminer. Laissez-le, lui, Bakary, m'écoute. vous en rajoutez, vous aussi. Oui, M. Tarek Ramadan. Je dis simplement une chose. Je dis simplement qu'en termes, ce qu'a dit Mandela, et qui a été très juste, il y a une occupation et il y a une politique injuste. Ce que fait le Hamas, c'est d'être, ce que vous venez de dire, un mouvement de résistance. Maintenant, on peut être critique sur l'idéologie ou être critique sur les moyens, mais on ne peut pas ne pas reconnaître ce que vous venez de dire vous-même, que c'est un mouvement de résistance. C'est tout ce que je veux dire. Monsieur l'ambassadeur. Oui. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Ramadan. Hein. Je n'ai pas dit que ça, j'ai dit que vraiment c'est un mouvement de résistance. Donc le ALP, vraiment, on peut le ALP de la Palestine, qui est représentant légitime et unique pour le peuple palestinien, qu'on peut comparer avec l'ALC, mais seulement je dois vous confirmer, il ne faut pas traiter Hamas comme le prétexte qu'utilisent les Israéliens, comme c'est un mouvement terroriste du tout. C'est un mouvement de résistance assumé par le droit international. Alors, justement, dernier thème, vraiment, on y va pour le dernier tour de table, Excellence, c'est le terrorisme, la question du terrorisme dans le monde. À quoi renvoie, selon vous, cette notion de terrorisme? Le terrorisme est-il l'apanage de l'islam et du monde musulman? Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Ça se voit. C'est toujours vraiment un prétexte qu'utilisent les Israéliens. Malheureusement, je dis ça parce que j'ai déjà dit et je répète, je dois répéter tout le temps, il ne faut jamais comparer le mouvement de Hamas
il faut le mentionner comme un mouvement de terroristes du tout. Hamas, c'est un vraiment mouvement de résistance. C'est fait partie du peuple palestinien. Tous les mouvements de Hamas sont des Palestiniens. Et comme vraiment, il y a le djihad, il y a le Fatah, il y a le Front National Palestinien, il y a le Front Populaire Palestinien. Donc, ça c'est... Oui. Yani, c'est vraiment... Si je vous dis, c'est où le groupe terroriste, c'est Esther et Argon. C'est Esther qui était formé en 1947 par l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Shamir, et l'Argon qui a été fabriqué en 1948 par le Premier ministre ancien Menachem Begin. C'est ça le terroriste. Les terroristes, c'est ça, qu'on forme un groupe de terroristes pour obliger les gens quitter leur foyer, pour obliger l'essentiel tous les Palestiniens dans leur village et leur foyer. C'est ça le terroriste. Et quand un tout le voyage spécial des Nations Unies en 1949 par Yitzhak Shamir et par hasard Yitzhak Shamir est devenu un premier ministre. Et Menachem Begin qui a formé un groupe de terroristes Argon devenu premier ministre. Est-ce que vous avez, c'est unique en Israël, pour être premier ministre, il faut présenter un CV pour dire je suis terroriste. Si vous n'êtes pas terroriste, il ne faut pas être un premier ministre. C'est unique en Israël. C'est ça le terrorisme, c'est pas Hamas. Hamas, c'est un mouvement de résistance légitime et il a le droit assumé par le droit international. C'est ça le Hamas. Eli Benpoura, à quoi renvoie, selon vous, la notion du terrorisme? Bon, Il dépasse même le Hamas et cette région du Proche-Oriental. oui, je suis désolé, mais le Hamas est catégorisé comme une organisation terroriste, pas seulement par Israël, et ça doit être clair. Et comme je l'avais dit, son mission, son but, son vocation, c'est pas seulement Israël. C'est plus grand que ça et il fait partie d'une très grande chose. Mais ce que ça m'étonnait beaucoup, c'est que je vois que M. Tariq Ramadan est revenu et a mentionné Nelson Mandela, un dossier très grand que je l'ai rencontré personnellement 3 fois. C'est quelque chose vraiment incomparable. Vous, Israël, qui avez soutenu l'apartheid sud-africain. L'hypocrisie ici, vous qui avez soutenu l'apartheid sud-africain à Israël. Premier allié de l'Afrique du Sud apartheid. Parce qu'au-dessous de ces propositions, il y a un très grand racisme. Et je ne comprends pas comment vous donnez un plateau à une personne comme ça, qui est en fait raciste, ici au Sénégal. Ça, je ne comprends pas. Monsieur, vous m'insultez. C'est une insulte que vous venez de faire. Vous êtes un partisan sioniste du racisme. Je suis ici. C'est vous le raciste. Pour expliquer et clarifier, pas pour vous discuter. Je voudrais expliquer et clarifier quels sont les faits. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à régler entre nous et les Palestiniens. Et j'appelle encore une fois, et tous les Israéliens, il y a beaucoup même de Palestiniens. Mais ils sont otages aujourd'hui de cette organisation terroriste comme le Hamas, qui l'exploite et l'instrumentalise. Est-ce que de la part d'Israël, il n'y a pas un amalgame? On ne peut pas également vous accuser de racisme. Tout à l'heure, il a parlé de votre soutien à la politique d'apartheid. Quand souvent, dans les références, quand on parle de terrorisme, on cite un pays musulman. On parle de l'Irak, on parle de la Libye. On parle à chaque fois d'un pays musulman. Est-ce que ça, ce n'est pas un amalgame, monsieur l'ambassadeur? Je n'ai pas compris votre position. Pardon. Amalgame de quoi? La question, à chaque fois qu'on parle du terrorisme, on fait référence à un pays musulman. Bon, malheureusement, vous savez, quand je suis arrivé ici à Sénégal, j'ai trouvé un islam magnifique. Je dois dire, je tombais amoureux avec ce que j'ai trouvé ici. Un islam tolérant, un islam ouvert, un islam où vous pouvez voir les chrétiens, musulmans et autres peuples qui vivent ensemble sans problème. Malheureusement, ce n'est pas comme ça parmi les pays arabes. Pas tout le monde, mais il y a des éléments qui dictaient le ton et dictaient ce problème. Et ils ont entaché l'islam en général. Et maintenant, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que l'islam, c'est quoi, il vous dit c'est une religion très agressive. C'est une religion terroriste et c'est tout ça. Alors ça c'est le résultat d'une petite partie, que Hamas fait partie de cet élément, qui a entaché l'islam, malheureusement. Mais ça, J'aimerais juste réagir à ça, parce que j'ai été traité de raciste
par l'ambassadeur d'Israël, et ça, je ne peux pas admettre ça. Vous m'avez traité de raciste aussi. Non, non, j'ai juste fait référence à ce que vous aviez dit et que tout le monde a entendu. Vous avez dit, les Arabes sont... Non, non, mais voilà. J'ai juste cité ce que vous aviez dit. Et si vous êtes du côté de l'ambassadeur israélien, c'est très bien. Ne faites pas cet amalgame. Ne faites pas de tadlis et de talbis. Encore. D'accord. Très bien. J'aimerais juste dire une chose. Monsieur, vous m'avez insulté et vous m'avez traité de raciste dans cette Afrique que je visite depuis 30 ans et qui est mon continent. Et je vais répondre simplement par l'ignorance de ce que vous venez de dire et qui est très méprisant, surtout de la part d'un État dont vous êtes le représentant, qui aujourd'hui et pendant des années a été considéré par les Nations Unies, par l'intermédiaire du sionisme, comme du racisme. Et ce que vous êtes en train de faire avec les Arabes et les Palestiniens aujourd'hui, c'est... Laissez-moi terminer. Cette résolution était annulée. Oui, non, mais... Cette résolution était annulée. Oui, et cette résolution, quand elle était adoptée, c'était adopté. Pas terminé. J'ai terminé quand même parce que les autres doivent prendre la parole. Simplement, le sionisme par rapport aux Arabes est un racisme et la politique vis-à-vis des Arabes est raciste. Mais vous avez posé une vraie question dont il faut être très clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle du mot terrorisme. Oui. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile à définir. Et aujourd'hui, nous, ce que nous avons à faire, et je l'appelle partout où je vais, toute la conscience musulmane, quand il y a un acte qui est au nom de l'islam, va toucher des civils, va toucher des innocents, va se faire comme si ce qui s'est passé aux États-Unis, ou ce qui se passe en Afrique, ou qui touche des populations civiles, ces actes qui tuent des innocents, qui tuent des femmes, il faut les condamner. Et on peut l'appeler terrorisme, on peut l'appeler, comme le gouvernement britannique, extrémisme violent. Ceci, au nom de notre religion et des droits de l'homme, est à condamner sans aucune forme de procès. Et en même temps, il faut dire, ce que Boko Haram fait, condamnation absolue, mais sans aucune... au nord Mali, nord du Mali, condamnation, mais sans aucune once de condition. Ceci est contre ma religion. Et j'ai ordre, de par la parole du prophète, de dire, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Et un compagnon dit, comment est-ce que j'aide mon frère injuste? En me levant et en l'empêchant de faire l'injuste. Donc il faut condamner. Mais il faut dire aussi que ce pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui de définition du terrorisme, c'est qu'il y a des politiques gouvernementales qui sont des politiques gouvernementales terroristes. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, vous tirez, comme le fait Israël, sur des populations civiles et que vous tuez autant d'innocents, et que le pourcentage est de 90 à 95% d'innocents avec les militaires, c'est du terrorisme d'État, et là, il faut aussi le condamner. Bakary Samb, Tariq Ramadan condamne les actions qu'on a noté au nord Mali, au Nigeria, au Niger et ailleurs, en Afrique. L'ambassadeur d'Israël tout à l'heure disait qu'il est pris d'amour pour l'islam tel qu'il est pratiqué au Sénégal. Vous faites partie de ceux qui pensent que le djihadisme, que l'Afrique est considérée comme un maillon faible de la Oumma, que les pays arabes et leurs organisations satellites se considèrent comme investis d'une mission islamisatrice. Ce sont vos propos. Ce sont les miens et je les assume dans leur contexte. Ces propos ont pour contexte le conflit au nord Mali, où on a vu des phalanges, des katiba, que lui traduit dans sa thèse comme étant des cercles de discussion, mais des phalanges qui sont arrivés du nord du Sahara pour dire qu'ils viennent nous islamiser. Alors que Tombouctou était la capitale du savoir islamique depuis le Moyen-Âge, un savant de Tombouctou, Ahmed Baba de Tombouctou, est parti, capturé comme esclave par Mansour al-Zahabi, le sultan marocain, pour enseigner pendant 14 ans à Marrakech. Je donne un autre exemple. Nous n'avons pas, sur ce point-là, comment imaginer maintenant envoyer financer des mouvements qui viennent nous islamiser. Sur la question du terrorisme, c'est vrai que le mot que les gens utilisent, djihadiste, etc., il faut revenir à une archéologie terminologique. Le mot guerre sainte n'a pas d'équivalent terminologique en arabe, par exemple. C'est un mot du pape Urbain II en 1091, lors des croisades. Mais ce sont les musulmans eux-mêmes qui prennent ce mot et qui le font à tort et à travers. C'est le Moujao, mouvement pour l'unicité, le djihad, etc. Mais un savant avait dit ceci, de très important. Et mon analyse du terrorisme, mon analyse du djihadisme
n'est pas dictée ni par l'Occident, ni par Washington, ni par Paris. Je m'inspire de cet écrivain qui donne à son ouvrage le titre suivant. أكثر الراغبين في الجهاد ممن يحبون ظهور وملك العباد ولا يبالون بمن يهلك في جهادهم من العباد. La plupart de ceux qui s'adonnent à ce qu'ils appellent eux un djihad, c'est des gens qui veulent seulement qu'on les médiatise, qu'on parle d'eux, qui cachent d'autres frustrations derrière le mot djihad. Et man yamliku al-ibad, ils veulent dominer les corps au lieu de conquérir les cœurs. Et la troisième phrase m'intéresse beaucoup. Ils s'en fichent pas mal de nombreuses victimes de leur djihad. Vous savez qui a dit ça? Tariq Ramadan? C'est Cheikh Moussa Kamara de Gankel. Monsieur Khan pourra vous amener visiter ce village dans le Fouta. Pour dire qu'ici en Afrique, ce que je condamne, c'est cette forme de paternalisme. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est une très bonne citation. De paternalisme, oubliant que Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez déjà appris qu'il disait que mon djihad, c'est quoi? Mon combat, c'est sur la science, la piété. La piété. Justement, est-ce que l'Afrique a des ressources qui lui sont propres pour s'en sortir par des méthodologies paternalistes, on veut détruire les confréries. À Touba, vous avez entendu des salafistes ou des wahhabites financés pour détruire l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça crée des heurts. On nous met la conscience islamique, les frères musulmans. Alors qu'aujourd'hui, la priorité de l'Afrique, ce n'est pas l'extrémisme, ce n'est pas les frères musulmans, ce ne sont pas toutes ces idéologies salafistes et wahhabites financées aujourd'hui par le monde arabe, et c'est le développement, mais justement, la lutte pour le savoir, pour la connaissance, pour que si vous permettez à monsieur l'ambassadeur qui est tombé amoureux de l'islam au Sénégal, mais qu'est-ce que vous dites quand justement, attendez 2 secondes, qu'est-ce que vous dites quand justement ces confréries au Sénégal condamnent l'intervention israélienne? Vous savez, les conflits israélo-palestiniens, il y a normalement ceux qui comprennent la position israélienne et ceux qui sont contre les positions israéliennes. Et même moi, et même les Israéliens n'aiment pas voir toutes les victimes que nous voyons aujourd'hui. Et même hier, si vous avez entendu, le Premier ministre a exprimé son regret de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que parmi les 1600 victimes à Gaza, plus de 400 sont combattants de Hamas. Ouais. Ça doit être clair. Il y a quand même 1200 jusqu'à présent qui sont des civils. C'est énorme, c'est regrettable. Monsieur Seydou Nourouba, sur cette question du terrorisme dans le même sillage, l'Afrique peut-elle constituer, à travers son islam, si nous prenons l'exemple du Sénégal, comme une alternative par rapport à cette question terroriste? Oui, mais moi je dirais très simplement que l'islam est universel. Il y a des principes directeurs. L'islam, c'est la tolérance, c'est le respect de la différence, c'est le respect de la dignité humaine. Je crois que si nous partons de ces principes, nous ne pourrons pas dire qu'il y a un islam arabe, il y a un islam africain, il y a un islam asiatique et autres. Maintenant, comment on traduit la djihad? La djihad, le peu que je connaisse de l'arabe, c'est d'abord le djihad nafs. On lutte contre soi-même, contre ses penchants, contre ce qu'on veut à mort. C'est un mysticisme. On te demande de dépasser le matériel. Et c'est ça, la vraie... On traduit, je crois, de manière injuste par... en français, on parle de... Non, il y a une guerre religieuse. Ce n'est pas exact du tout. Donc, l'islam, je dis toujours, je l'ai dit à des journalistes d'ailleurs, de vos amis, je dis quand j'ouvre un journal, je vois qu'on mentionne un marabout qui a violé une fille de 16 ans, je dis, vous portez préjudice au marabout. Ce n'est plus un marabout dès qu'il viole. C'est un violeur qui se dit marabout, mais il ne l'est plus. Parce qu'il y a des valeurs quand même qui distinguent le leader, qu'il soit le leader politique, le leader religieux ou le leader social. Dès l'instant qu'il passe
à travers ses valeurs, je crois qu'il ne faut plus l'appeler comme il est. Deuxième chose, je crois qu'il faut découpler l'islam du terrorisme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Quand l'ambassadeur nous dit qu'il est tombé amoureux de l'islam au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, moi je pense que nous pratiquons ce que l'islam nous dicte au Sénégal. J'ai été ambassadeur en Algérie pendant 16 ans. Alors, l'Aïrahmou, le leader du Hamas qui était là-bas, je lui ai organisé une visite au Sénégal. Il est venu, il est reparti, il m'a invité à dîner et il m'a dit l'islam que j'ai vu au Sénégal, c'est cet islam-là qu'il nous faut. Je dis au Sénégal, vous pouvez croire, pratiquer, vous pouvez croire ne pas pratiquer, vous pouvez ne pas croire ne pas pratiquer. Et l'État est là pour sauvegarder les droits. Mais malgré tout ça, il y a un rapport quand même de la CEDEAO il n'y a pas très longtemps qui a dit que le Sénégal n'était pas à l'abri. Non, non, c'est différent. Ce que je dis, c'est différent des menaces. Pour ne pas dire des menaces terroristes. Non, c'est différent des menaces. Mais on est menacé, c'est certain, parce que justement, ces vendeurs de morts ne veulent pas du tout des États qui sont équilibrés, qui sont au juste milieu, comme le dit la sainte religion de l'islam. Je ne suis pas extrémiste. Et le professeur Samba a dit une chose d'extraordinaire. C'est ce que j'appelle la quête du savoir. La quête du savoir, et on a parlé de la route de l'esclavage, on a parlé de la route de la soie, mais on n'a jamais parlé de la route du savoir. Et la religion musulmane est une religion qui vous force à aller conquérir le savoir là où il est, même si c'est en Chine à l'époque. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas, comme il l'a dit Tarek, il n'y a pas encore de définition au niveau des Nations Unies sur le terrorisme. Parce que qui dit terrorisme dit résistance, pour certains. Les mouvements de résistance ne sont pas des terroristes. Mais justement, c'est ce qui... En Afrique, nous avons pu avoir une définition, mais assez kilométrique. Et je crois qu'au niveau du monde arabe, il n'y a pas également une définition du terrorisme. Oui. Si ça veut dire que c'est un concept difficile à cerner, mais parce qu'il y a des positionnements politiques et des positions politiques qui font que ce n'est pas demain qu'on sera... Mais nous devons lutter tous contre le terrorisme. Le Sénégal, malgré cet équilibre, le Sénégal est menacé justement. Parce que ces djihadistes, comme on les appelle, ceux qui étaient au Mali et qui y sont jusqu'à présent, mais ce n'est pas justement l'islam. C'est autre chose, c'est des positions politiques. C'est très important ce qui est en train de se passer ici et de cette voie du Sénégal, mais de l'Afrique en général. Moi, je défends beaucoup l'idée qu'en fait, beaucoup des solutions dans le monde musulman contemporain vont venir plus de la périphérie que du centre, à cause des crises du monde arabe. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, vous savez, moi je n'idéalise rien. Nous sommes de la périphérie. Les musulmans de seconde zone. Le centre, c'est la Mecque, mais c'est pas grave. Géographiquement, on dit que le centre, c'est la Mecque. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans de ceux qui vivent en Afrique, de ceux qui vivent en Asie, de ceux qui vivent en Occident, mais il y a deux choses que nous devons faire en permanence. La première des choses, c'est de prendre des positions de principe. Et les positions de principe, c'est que tout homme, ou toute femme, ou tout mouvement qui va instrumentaliser la religion pour promouvoir des principes qui sont contre la religion, où la mort est le meurtre des innocents, voire même l'utilisation des principes islamiques pour soumettre les populations à, par exemple, vous savez, moi je suis contre un État qui impose le foulard aux femmes. C'est-à-dire que j'ai pris position par rapport à l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est la liberté de conscience des femmes de décider. Et donc nous devons prendre des positions. Ceux qui appliquent ce qui s'est passé au Nord-Mali, il faut prendre des positions. Et là, nous devons tous être ensemble. C'est là où l'islam est universel dans ses principes, c'est-à-dire que les Africains, c'est-à-dire que les Arabes, les Asiatiques, les Occidentaux, ensemble au nom de nos principes. Et ensuite, il faut faire deux choses. Il faut que toujours dans nos pays, nous n'idéalisions pas. Je suis en contact avec les plus hautes autorités des mourides et des tidjanes et des mystiques ici et des gens qui sont du terrain. Il y a un islam aujourd'hui, il y a une vigueur islamique au Sénégal et dans le monde africain extraordinaire. Mais il faut toujours qu'on soit vigilant par rapport à nous-mêmes. Vous savez ce qui manque au Sénégal? Beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances de l'islam, une autonomie, un esprit critique. Mais tout le monde en a besoin. Donc ne nous idéalisons pas nous-mêmes en disant nous sommes là. Non,
il y a une formidable potentiel. Je viens d'une rencontre hier avec des jeunes qui travaillent dans la solidarité. Nous étions ensemble hier et on voit des jeunes de 25 ans, de 30 ans, de 20 ans qui sont en train de manifester un esprit solidaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on célèbre. Un esprit critique, de l'éducation et la condamnation de ce qui doit être condamné. On retourne au téléphone avec monsieur l'ambassadeur et c'est pour terminer. Oui, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur de Palestine. Monsieur l'ambassadeur de Palestine, s'il vous plaît, oui, mais si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y très rapidement parce que nous sommes au terme. Je vous en prie. Oui. Un, il y a comment on l'appelle encore, il y a l'inculture religieuse et la pauvreté. Qui sont les deux mamelles du terrorisme. Justement, monsieur l'ambassadeur de Palestine, est-ce que justement... Oui, vous me permettrez quand même de terminer. Il faut bien qu'on termine. Une dernière phrase. Oui. Une dernière phrase. Oui. Sur cette nécessité de réformer, de faire évoluer les choses, d'éduquer les masses, Cheikh Hadji Malick Sy de Tivaouane a dit quelque chose de très important. Il avait attiré notre attention sur ces lectures trop littéralistes, en disant très souvent « La tartaroubi » ne vous faites pas emporter par l'apparence des textes. Sur ce point précis, je rappelle qu'il ne faut pas faire l'amalgame islam et terrorisme. Un rapport, il y a 2 ans, avait souligné ceci, que 94% des actes terroristes dans le monde sont le fait de non-musulmans. Et sur ce point précis, je pense qu'il faut qu'on respecte, malgré un islam universel, les gens dans leur diversité, dans leur culture. Oui, parce que c'est un sans ouf que certains mouvements veulent combattre aujourd'hui. Ils veulent simplement déstructurer notre continent. Et je pense que nous avons besoin tous ensemble que chacun apporte sa pierre dans cet édifice qui est l'islam, mais aussi dans la civilisation de l'universel, pour parler comme ça. Monsieur l'ambassadeur à Al-Farah, est-ce que certains groupes qui font référence à l'islam et qui pratiquent des actions violentes ne rendent pas finalement un mauvais service à l'islam? Est-ce que ce n'est pas ça qui a amené cette confusion entre terrorisme et islam? Oui, bien sûr. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous, mon frère Amadou, et surtout que je veux vraiment faire que les Palestiniens, ils ont condamné tous les actes d'agression commis par quelques groupes de l'islam, mais il faut que je bien conformer. Et je vais revenir à notre sujet principal. Hamas ne fait pas partie de ces groupes, de tout. Et n'accepte jamais considérer Hamas qui a fait partie. Hamas, comme je répète, je confirme, c'est un mouvement de résistance contre une occupation à notre terre. Et je veux vraiment bien conformer qu'Israël est le premier soutien de l'apartheid et de racisme au monde. Et concernant l'islam ici au Sénégal, vraiment, c'est l'islam de la tolérance, c'est l'islam de la justice. C'est pourquoi. Pour une fois, vous et monsieur l'ambassadeur d'Israël, vous êtes au moins d'accord que nous avons un islam que vous aimez tous ici au Sénégal. Mais quand est-ce que vous accepteriez de partager le plateau avec l'ambassadeur d'Israël, Excellence? Une minute seulement. Donc l'islam au Sénégal, c'est l'islam de la tolérance, c'est l'islam de la justice. C'est pourquoi tout le monde a vu que toutes les familles religieuses, tous les imams, tous les oulémas, qu'elles ont fait leur prière, la fête de Al-Aïd, c'était pour condamner l'agression barbare israélienne. Bon, même si nous avons eu droit quand même à 3 quorités. Ça aussi, c'est une autre façon de pratiquer notre islam, assez bizarre. Elle a essayé de faire tout, mais tous les imams, tous les oulémas, ils ont fait la prière de Al-Aïd contre lui, contre son gouvernement, contre l'État. Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal, la famille religieuse, les imams et oulémas, elle soutient la justice. Elle soutient le noble cause et elle considère la cause palestinienne, c'est une juste cause, une noble. C'est pourquoi tous mes respects et tous mes remerciements pour les familles religieuses du Sénégal, pour les imams, pour nos frères au Sénégal, chrétiens ou musulmans. Et moi, je fais rien, c'est eux-mêmes qui font par moi. Et moi, je peux sortir, je prends ma voiture et je pars où je veux. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. Très bien. Tout le Sénégal, chrétiens et musulmans avec moi. Merci, monsieur l'ambassadeur. Non, en seul mot, vraiment, je dois le dire que
les criminels de guerre, le gouvernement de Netanyahou et tous leurs représentants au monde, qu'ils ont justifié le crime contre l'humanité et les crimes contre le réel, elles vont tirer devant le cour pénal international. Très bien, on merci. va tirer tout. Parce que quelqu'un qui justifie les crimes de guerre, c'est un criminel. Merci, monsieur l'ambassadeur. Peut-être le début des négociations entre vous deux. Vous considérez que nous avons un bon islam au Sénégal. Excellent. Vous étiez prêt à partager ce plateau avec votre collègue palestinien? Je vous l'avais dit. En Israël, il y a un grand rapport. Pour être précis. Oui, l'ambassadeur de Palestine, je le connais et je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas ici. Vous n'avez jamais partagé une table? Non. J'espère. Je suis prêt de l'inviter chez moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Il y a une autre chose que je voudrais rectifier. Non, vous pouvez comprendre. Je parce pense qu'on peut qu'en comprendre Israël, l'ambassadeur vous savez palestinien. qu'en Israël, il y a des Palestiniens qui sont anciens dans les institutions israéliennes. En Israël, il y a des Palestiniens qui se soignent des hôpitaux israéliens. Il y a des commerces entre Israéliens et Palestiniens. Et il y a 40 000 Palestiniens qui travaillent en Israël. Alors je ne comprends pas pourquoi là-bas, il y a même porte-parole entre Mahmoud Abbas et des leaders palestiniens et israéliens. Pourquoi là-bas c'est possible et ici c'est pas possible? Ça, je ne comprends pas. Peut-être que ce sera possible un jour sur ce plateau. En tout cas, merci d'être venu à ce débat consacré à la crise palestinienne et également à la question du terrorisme dans le monde. Merci à toute l'équipe au niveau de la rédaction, la direction aussi de la télé, ainsi que du côté de nos réalisateurs au plan technique, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un autre débat. Merci, au revoir, bonsoir. Laissez-nous le soin de vous remercier.